à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau IRlégal organisé en collaboration avec le groupe Larcier sur le thème « La propriété intellectuelle, un élément clé des marchés publics ». Partant de ce sujet relativement vaste et complexe, Stéphanie et moi-même avons décidé de nous focaliser plus spécifiquement sur l'examen de 4 questions qui sont les suivantes. La première question est de savoir dans quelle mesure, dans quelle limite, le pouvoir adjudicateur va-t-il pouvoir exploiter les résultats obtenus suite à l'exécution d'un marché public. Nous verrons ensuite à qui incombe éventuellement la responsabilité lorsque les résultats du marché public violent les droits intellectuels d'un tiers. Troisième question, à savoir le pouvoir adjudicateur peut-il imposer à l'adjudicataire l'usage d'éléments protégés par des droits intellectuels au cours de l'exécution d'un marché public. Et enfin, quatrième question, qui du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire détient les droits intellectuels sur les résultats ou réalisations en cours lorsque le marché public prend fin en cas de résiliation anticipée ou de mesure d'office. Alors en guise d'introduction, un bref petit rappel s'impose peut-être en ce qui concerne les grands principes de la matière des droits intellectuels. Les droits intellectuels relèvent d'une prestation immatérielle ou intellectuelle en tant que création de l'esprit qui confère à leur titulaire, à certaines conditions, un monopole, c'est-à-dire un droit exclusif d'exploitation de la création, et ce, pendant une certaine période. Alors on distingue traditionnellement 2 types de droits intellectuels. Il y a d'une part les droits de propriété industrielle, à savoir les marques, les brevets, dessins et modèles, et d'autre part les droits de propriété littéraire et artistique qui comprennent bien évidemment les droits d'auteur, en ce compris le droit des programmes d'ordinateur et des bases de données. Alors que les droits d'auteur naissent par le simple fait de la création, les droits de propriété industrielle, eux, doivent en principe être déposés ou enregistrés pour faire naître le droit dans le chef du titulaire. Alors en principe, les droits intellectuels naissent dans le chef de la personne physique qui les a créés. Le titulaire de ces droits va donc pouvoir interdire à des tiers de poser des actes qui violent son droit exclusif ou, au contraire, il va pouvoir conférer à des tiers des licences sur ces droits moyennant contrepartie. Les droits intellectuels ont donc une valeur économique non négligeable puisqu'ils peuvent générer des revenus ou être valorisés. Alors à titre d'exemple, les plans, les dessins, les croquis, maquettes réalisés par un architecte seront protégés par le droit d'auteur en ce qu'ils constituent l'expression d'une œuvre architecturale protégée sous une forme graphique. Le maître de l'ouvrage, bien que propriétaire de la construction, n'acquiert lui pas automatiquement les droits d'auteur sur ses plans et croquis. Mais comment alors le maître d'ouvrage va pouvoir acquérir des droits sur les œuvres réalisées par l'architecte? Eh bien, il faut que les parties conviennent d'une cession de ces droits, en tout ou en partie, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, des droits patrimoniaux de l'architecte. Toutefois, il faut faire attention au fait que l'architecte va conserver ses droits moraux sur l'œuvre et que donc, si la cession ou la renonciation globale à l'exercice de ces droits moraux est nulle, l'architecte pourra toutefois renoncer partiellement à exercer ses droits moraux, donc de façon bien limitée, mais nous y reviendrons. Alors, cette matière des droits intellectuels va interférer avec le droit des marchés publics lorsque, justement, à l'occasion de l'exécution des prestations faisant l'objet du marché, eh bien, des droits intellectuels vont être générés. Alors, le siège de la matière est régi par les dispositions 19 à 23 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, ainsi que par les dispositions impératives de droit commun. Pour la facilité, nous allons nous limiter aujourd'hui à l'examen des dispositions relatives au marché public de secteur classique. Venons-en dès lors à la première question, à savoir dans quelle limite le pouvoir adjudicateur peut-il exploiter les résultats du marché. Prenons donc cet exemple de base d'un marché public conclu avec une autorité publique et d'autre part un architecte pour la construction d'un nouveau bâtiment, d'une salle de fête, d'un terrain de sport ou autre. Le pouvoir adjudicateur, donc l'autorité publique, qui n'est par définition pas l'auteur des œuvres réalisées dans le cadre de l'exécution du marché, comment va-t-il pouvoir exploiter ces œuvres ? Et s'il le peut, à quelles conditions? Eh bien, il faut, pour pouvoir répondre à cette question, examiner l'article 19, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Cet article prévoit en effet que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, eh bien, le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle qui sont nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. En cela, cet article ne fait que réaffirmer le principe de droit commun dont je vous parlais en guise d'introduction et selon lequel l'auteur de l'œuvre, à savoir l'architecte, est le titulaire premier des droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres. L'article 19, paragraphe 1er, alinéa 3, ajoute toutefois que lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, eh bien, il obtient cependant une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle, et ce, pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.
Le rapport au roi précise à cet égard que cette licence vaut quand bien même cette utilisation ultérieure n'entrerait pas dans la définition de l'objet du marché. Alors le fait que les modes d'exploitation doivent être énumérés dans les documents du marché implique pour le pouvoir adjudicateur la nécessité d'avoir, dès le lancement du marché, une idée précise, une vision très claire des utilisations qu'il souhaite pouvoir faire des résultats du marché. À défaut de précision, la licence sera toujours interprétée de manière restrictive et donc en faveur de l'auteur de l'œuvre, de l'architecte. Alors quel est le type de mode d'exploitation que le pouvoir adjudicateur pourrait viser ? Eh bien, par exemple, si on prend un marché public relatif à la création d'un logiciel, il pourrait s'agir d'une licence d'exploitation pour permettre les opérations de maintenance et de mise à jour de ce logiciel ou des bases de données qu'il contient. Alors la lecture de l'article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, nous apprend que s'agissant d'un marché public qui porte cette fois-ci sur la création ou le développement d'un dessin et modèle ou de signes distinctifs, donc de marque, eh bien le principe se trouvera inversé, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur va acquérir la propriété intellectuelle ainsi que le droit de déposer ou de faire enregistrer et de faire protéger les œuvres créées. Alors cette solution paraît bien évidemment logique. Si on prend le cas d'un marché qui a pour objet la création d'un logo en vue de l'enregistrer en tant que marque, eh bien il paraît évident, compte tenu de l'objet même du marché, qu'il y ait un transfert automatique des droits de propriété intellectuelle sur le logo en faveur du pouvoir adjudicateur. Mais pour autant, cette situation peut, à certains égards, mener à un cumul de protection et donc éventuellement poser des difficultés, puisque ce même logo sera à la fois protégé par le droit d'auteur, qui revient au pouvoir adjudicataire, et par le droit des marques, dont est titulaire le pouvoir adjudicateur, une fois qu'il aura procédé à l'enregistrement du logo auprès de l'office compétent. Faut-il alors considérer que le principe du droit d'auteur paralyse la cession de droits envers le pouvoir adjudicateur aux fins de déposer la marque, ou plutôt qu'il existe une licence implicite des droits d'auteur envers le pouvoir adjudicateur pour pouvoir enregistrer la marque? Eh bien, dans le doute, et afin de lever tout équivoque, il sera plus prudent de clarifier la question dans les documents du marché. Alors, vous verrez que l'article 19, paragraphe 1er, nous apprend encore que concernant les noms de domaine, eh bien, le pouvoir adjudicateur obtient à l'égard de l'adjudicataire et uniquement à son égard, non pas à l'égard de tiers, eh bien, un droit exclusif à pouvoir procéder à leur enregistrement. En ce qui concerne maintenant les méthodes et savoir-faire qui sont mis au point ou utilisés dans le cadre d'un marché public, l'article 20 de l'arrêté royal nous dit que le pouvoir adjudicateur n'acquiert en principe pas les droits sur ceux-ci, mais que l'adjudicataire devra communiquer au pouvoir adjudicateur, à sa demande, le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation du résultat du marché. Un exemple de ce principe, c'est si le marché a par exemple pour objet le développement d'une nouvelle méthode d'apprentissage de langue pour un organisme public, eh bien le formateur devra donner à cet organisme public le savoir-faire nécessaire à l'utilisation de cette nouvelle méthode d'apprentissage. Nous venons ici d'énoncer les principes de base. Maintenant, rien n'empêche les parties de déroger contractuellement à ces principes en prévoyant dans les documents du marché de manière précise des clauses de cession des droits de propriété intellectuelle. Il s'agira naturellement le plus souvent de clauses de cession en faveur du pouvoir adjudicateur. Ainsi, les parties pourraient prévoir que l'architecte cède ses droits d'auteur sur les plans, maquettes, à l'autorité publique. Alors il faudra toujours être attentif en matière de droits d'auteur au fait que les droits d'auteur recouvrent d'une part les droits patrimoniaux, donc les droits de reproduction, de distribution, de communication au public qui, eux, sont parfaitement cessibles, et d'autre part les droits moraux, donc le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit à l'intégrité de l'œuvre, qui, eux, sont par principe incessibles. Alors, on admet, dans une certaine mesure, eh bien, que l'auteur d'une œuvre puisse partiellement renoncer à l'exercice de son droit moral, en sachant que la renonciation globale sera nulle. Et donc, une telle renonciation limitée peut éventuellement se prévoir, mais bien sûr, elle ne se présumera pas et il faudra la prévoir spécifiquement dans les documents du marché. Donc, si les parties à un marché public veulent déroger au principe énoncé à l'article 19 de l'arrêté royal, elles devront donc envisager de manière précise l'étendue de la cession des droits concédés, la contrepartie financière de l'adjudicataire, la renonciation éventuelle partielle de l'adjudicataire à l'exercice de son droit moral à l'intégrité pour permettre, par exemple, à l'autorité publique eh bien, de procéder à des modifications ultérieures de l'œuvre. Il faudra également prévoir la durée de la cession, etc., etc. À nouveau, en cas de doute, attention, les cessions contractuelles seront interprétées de manière restrictive et donc au désavantage du pouvoir adjudicateur. Au surplus, les dispositions impératives de droit commun s'appliqueront également et donc, par exemple, le caractère inaliénable des droits moraux s'appliquera également dans le cadre des marchés publics.
Alors il est important de préciser que la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues sera nulle. Et de même, le fait de viser plus de droits que nécessaire, donc une cession de droits plus large que nécessaire dans les documents du marché, augmentera naturellement une augmentation du coût de la contrepartie qu'il faudra verser à l'adjudicataire, et donc, de nouveau, nécessiter de bien réfléchir au mode d'exploitation que l'on souhaite envisager. Alors, l'article 22 de l'arrêté royal prévoit la possibilité, lorsque le pouvoir adjudicateur n'obtient qu'une licence d'exploitation sur les résultats du marché, d'en concéder une sous-licence dans les conditions et pour les modes d'exploitation prévus dans les documents du marché. Imaginons par exemple une administration publique qui contracte un marché ayant pour objet le développement d'un logiciel. Cette administration pourra prévoir la possibilité d'octroyer des sous-licences d'utilisation à d'autres administrations pour leurs besoins internes. Cela peut éventuellement permettre une mutualisation des investissements entre pouvoirs adjudicateurs et donc être très intéressant financièrement. Alors encore deux précisions concernant la première question de ce IR légal. Tout d'abord, la première précision que je souhaite apporter concerne la publication des informations générales sur l'existence du marché public et les résultats obtenus. Le pouvoir adjudicateur peut, en réalité, après en avoir informé l'adjudicataire, publier de telles informations, à condition bien évidemment qu'elles soient formulées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être utilisées par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Le principe ici du législateur est évidemment de permettre au pouvoir adjudicateur de communiquer avec des tiers ou avec le public à propos du marché, mais à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'adjudicataire. Alors cet article 19, paragraphe 3, qui prévoit ce principe, doit être lu conjointement avec l'article 18, paragraphe 2 de l'arrêté royal, qui prévoit une obligation de confidentialité à charge du pouvoir adjudicateur lorsque, à l'occasion du marché, celui-ci a connaissance d'un dessin, d'un modèle ou d'une invention qui appartiendrait à l'adjudicataire. Il convient en effet d'éviter que les informations divulguées par le pouvoir adjudicateur au sujet du marché soient à ce point précises qu'elles permettent à un tiers de copier cette invention, ce dessin, ce modèle, qui n'aurait pas encore été breveté ou enregistré. La deuxième et dernière précision que je souhaite apporter concerne les soumissionnaires évincés. Il faut savoir qu'en déposant leur offre, les soumissionnaires acceptent que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser sans rémunération de droits d'auteur des images relatives au projet dans des publications non commerciales, et ce pour autant que le nom du soumissionnaire apparaisse. Je cède maintenant immédiatement la parole à Stéphanie pour l'examen de la deuxième question. La deuxième question que nous allons aborder aujourd'hui sont les responsabilités lorsque les résultats du marché violent les droits intellectuels d'un tiers. Le principe est l'opposabilité des droits du pouvoir adjudicateur au tiers. C'est l'article 19, paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Cet article prévoit que les droits intellectuels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution d'un marché ne peuvent être opposés au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation du résultat du marché. En effet, le but ici est que le pouvoir adjudicateur puisse exécuter son marché et ne soit pas empêché dans son exercice à cause de la présence de droits intellectuels. Il s'agit notamment des droits intellectuels qui appartiennent à l'adjudicataire ou alors également des droits intellectuels qui appartiennent à des tiers. Dans ce cas-là, l'adjudicataire va devoir s'assurer d'obtenir des droits d'exploitation et les autorisations nécessaires à la licence d'exploitation. Ces droits et autorisations sont aux frais de l'adjudicataire et en cas de problème, le principe de base précise qu'il y a une responsabilité de l'adjudicataire. La raison en est que l'adjudicataire est considéré comme un spécialiste de la matière, puisque par exemple, on peut se retrouver dans une situation où ça concerne la robotique d'un bâtiment, la domotique d'un bâtiment. Le pouvoir adjudicateur, qui est une région, n'est pas pour autant spécialisé dans ce domaine. Alors il a besoin de son prestataire, de son adjudicataire, pour peut-être l'informer des droits intellectuels qui concernent ce domaine-là, puisque lui, c'est son travail quotidien et connaît le marché. Toutefois, on a une nuance par rapport à ce principe général de dire que c'est la responsabilité de l'adjudicataire qui doit être engagée en cas de violation des droits intellectuels. C'est l'article 17 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qui prévoit deux hypothèses. La première,
c'est lorsqu'on a une description complète de l'objet du marché par le pouvoir adjudicateur. La deuxième, c'est lorsque la description dans l'objet du marché n'est pas complète. En cas de description complète, dans ce cas-là, on a le prix du marché. Dans le prix du marché, ça inclut le prix d'acquisition ou les redevances qui sont dues pour les licences d'exploitation et les droits d'intellectuel nécessaires et signalés, bien sûr, par le pouvoir adjudicateur. Si on omet de préciser la présence de droits intellectuels, dans ce cas-là, c'est la responsabilité du pouvoir adjudicateur qui a décrit son objet de marché spécifiquement, et donc il aurait dû s'interroger sur la présence de droits intellectuels. Donc bien entendu, le prix sera à sa charge, et les dommages et intérêts éventuels seront également à sa charge. Toutefois, ce que la législation ne règle pas, c'est en cas d'autres sanctions. Par exemple, le fait de ne pas avoir signalé la présence de droits intellectuels rend impossible l'exécution du marché, puisque le tiers à qui appartient ce droit intellectuel les revendique et empêche l'exécution du marché, ou bien lorsque la présence de ces droits intellectuels interrompt également l'utilisation des droits de propriété et donc rend le coût du marché beaucoup plus onéreux. La législation ne précise pas réellement qui va devoir assumer, qui est responsable pour ces autres sanctions. Faut-il se référer au principe que je viens d'expliquer, à savoir la responsabilité du spécialiste, la responsabilité de l'adjudicataire? Doit-il également intervenir dans les dommages et intérêts? À ce niveau-là, la législation n'est pas tout à fait claire. Nous avons aujourd'hui un vide juridique que nous pourrons toutefois, par la suite, comme je vais y venir, nous trouverons une solution dans un autre article au niveau d'une garantie que devra apporter l'adjudicataire, à laquelle je reviendrai plus tard. Concernant la deuxième hypothèse, c'est lorsque les soumissionnaires sont amenés à faire eux-mêmes la description du marché. Dès lors, le pouvoir adjudicateur, qui n'a pas toujours connaissance du marché, fait appel à l'adjudicataire pour qu'il décrive lui-même les besoins et dès lors doit préciser s'il existe la présence de droits intellectuels. S'il a omis d'informer le pouvoir adjudicateur et qu'il y a une violation de ces droits des tiers, dans ce cas-là, la question n'est pas compliquée. Il y a une responsabilité précisée dans la législation, une responsabilité de l'adjudicataire, tant pour les dommages et intérêts éventuels que également pour les autres sanctions. La question se pose de savoir quid en cas d'exécution impossible du marché ou bien de frais complémentaires au marché en raison de cette violation des droits intellectuels, mais ici, nous allons nous référer au principe de base que nous avions vu au préalable, à savoir la responsabilité de l'adjudicataire qui est le spécialiste, puisque c'est lui ici qui a décrit l'objet du marché et par conséquent engage sa responsabilité. Il existe toutefois un principe d'assistance mutuelle entre adjudicataire et pouvoir adjudicateur. C'est l'article 23, alinéa 1 et 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 qui l'établit. L'adjudicataire doit prendre toutes les dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que les droits puissent être opposables aux tiers et qu'on puisse avancer, exécuter le marché. Il va informer alors le pouvoir adjudicateur des démarches qu'il a entreprises pour obtenir et des formalités accomplies pour obtenir l'accès à ces droits. Si toutefois il y a une revendication d'un tiers ou contre un tiers, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire se doivent assistance mutuelle. Donc ils doivent s'informer l'un l'autre, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, mais tout ça de manière commune et se prêter assistance, à savoir se communiquer les documents utiles notamment. L'article 23, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, prévoit le principe de garantie. L'adjudicataire, dès lors, va garantir que l'ensemble des créations et inventions qu'il va réaliser, notamment les photographies, les illustrations et les graphiques,
tel qu'il va les proposer au pouvoir adjudicateur, ne constitue aucune violation des droits de tiers ou de législation. Et dans la mesure où il s'agit de portraits, il va garantir qu'il a obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi pour utiliser les portraits dans le cadre du marché. L'adjudicateur va donc garantir que son projet est original et qu'il résulte de sa propre réflexion, sans emprunt à des œuvres antérieures et protégées. Ou alors, il informe des droits intellectuels qui sont concernés et des dispositions qu'il a prises pour les exécuter. Par l'effet de son offre, le soumissionnaire va devoir donc garantir le pouvoir adjudicateur en cas de réclamation d'un tiers concernant l'originalité, la paternalité du projet, etc. Selon le cas, on a soit l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés à son concontractant. Celui-ci est garant vis-à-vis de ce concontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Donc selon les cas, ce sera le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire. Et sauf disposition contraire dans les documents du marché, cette garantie est limitée au montant du marché. Mais qui des deux est responsable quand? Pour cela, on va revenir au principe de base expliqué au préalable, à savoir que c'était l'adjudicataire le responsable de ces matières-là dans le cadre du marché. Toutefois, comme nous l'avons vu, il y a une spécificité en ce sens que si le marché a été décrit complètement par le pouvoir adjudicateur ou de manière incomplète par le pouvoir adjudicateur. Concernant la description complète du marché par le pouvoir adjudicateur, nous l'avions vu qu'il y avait la responsabilité du pouvoir adjudicateur, notamment en matière de dommages et intérêts. Mais qu'en était-il pour les autres sanctions? Devions-nous faire appliquer le principe de base, à savoir que c'était l'adjudicataire qui était responsable, puisque la législation ne précisait pas réellement ou précisément qui était responsable pour ces autres sanctions? Quoi qu'il se passe ici, avec le principe de garantie, et comme je l'expliquais avant, ce principe de garantie ici impose que c'est le pouvoir adjudicateur qui va garantir l'adjudicataire lorsqu'il y a une description complète du marché par le pouvoir adjudicateur. Ce principe est relativement nouveau et donc aide à établir les responsabilités dans le cadre de ces marchés, puisque, sachant que le pouvoir adjudicateur doit garantir l'adjudicataire, quoi qu'il se passe, c'est toujours vers le pouvoir adjudicateur qu'on va pouvoir se retourner. En cas de description incomplète de l'objet du marché par le pouvoir adjudicateur, nous l'avions vu, là, il y a la responsabilité de l'adjudicataire totale pour l'ensemble des dommages et intérêts, pour les autres sanctions en raison de sa spécialité, de son caractère spécialiste, et de ce fait, l'adjudicataire va devoir garantir le pouvoir adjudicateur. La troisième question que nous analysons aujourd'hui est de savoir si le pouvoir adjudicateur peut imposer l'usage d'éléments protégés par des droits intellectuels. Le principe que nous connaissons tous en matière de marché public est le respect du droit de la concurrence. De ce fait, il y a une interdiction de la part du pouvoir adjudicateur de préciser des spécifications qui seraient discriminatoires, à savoir notamment préciser une marque dans son marché, concernant les exigences de ce qu'il souhaite. Ceci n'empêche toutefois pas le soumissionnaire, lui, de mentionner des marques dans son offre. Mais le pouvoir adjudicateur n'y a pas droit. Le principe est un respect du droit de la concurrence. Toutefois, il n'empêche que le pouvoir adjudicateur doit répondre aux besoins réels du marché et ne peut pas refuser des prescriptions techniques nouvelles ou améliorées s'il en a le besoin. Ainsi, une exception est reprise en ce sens qu'une marque, un brevet, un type, une origine ou une description, une production déterminée peuvent être précisées dans l'objet du marché seulement dans deux hypothèses et à titre exceptionnel. La première est qu'il faut une description de spécification suffisamment précise qui soit tout à fait impossible. Dans ce cas, il revient au pouvoir adjudicateur de dire « je veux tel objet » en disant où
équivalent, pour pouvoir toutefois offrir la possibilité à l'adjudicataire de proposer un matériel équivalent. Une deuxième hypothèse est que la description du marché justifie qu'il y ait une spécification relativement précise qui limite la concurrence. Ce serait dans le cas précis, par exemple, de pièces de rechange d'un marché, pièces de rechange d'un objet pour lequel il est nécessaire d'assurer, bien entendu, que l'objet, pour qu'il soit utilisé, utilise toujours les mêmes pièces de rechange. De ce fait, on aura une justification qui sera acceptée. Attention toutefois au niveau des abus. Pour éviter tout abus concernant cette exception, il y a nécessité pour le pouvoir adjudicateur de motiver réellement dans l'objet du marché la raison pour laquelle il précise spécifiquement ce qu'il souhaite. L'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoit une protection du pouvoir de l'adjudicataire, en ce sens que si l'adjudicataire a soumissionné sans former de réserve concernant une spécification peut-être trop précise du pouvoir adjudicateur, qu'en est-il? Est-ce qu'il est contraint de fournir les produits, le matériel de la marque ou de l'origine qui serait illégalement imposée? La réponse est non. L'adjudicataire va pouvoir proposer un objet, un service qui sera similaire, pour autant, bien sûr, que ça réponde à l'exigence du contrat et aux règles de l'art, et s'il fournit, bien sûr, des produits ou des matériels de qualité égale, susceptibles de répondre, évidemment, aux performances légitimement souhaitées par le maître d'ouvrage. Venons-en à la quatrième et dernière question de ce IRLégal, à savoir qui du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire détient les droits intellectuels sur les résultats ou les réalisations en cours en cas de résiliation anticipée du marché ou de mesures d'office. Alors reprenons notre exemple du marché conclu avec l'architecte. Que se passerait-il si, après avoir réalisé les premiers plans et les premières maquettes, eh bien, le marché venait à prendre fin pour une raison X ou Y? Qu'adviendrait-il des droits intellectuels sur les œuvres déjà réalisées? Les éventuelles clauses de cession qui auraient été prévues dans les documents du marché sortiraient-elles tout de même leurs effets? Alors pourquoi une telle question est-elle importante? Eh bien tout simplement parce que la disparition du marché public est susceptible de modifier, voire de remettre en cause, partiellement ou totalement, les effets de la licence ou des cessions de droits intellectuels qui ont été consentis dans les documents du marché. Or, ni les dispositions spécifiques au marché public ni le droit commun ne règlent précisément cette question, et donc cela crée un niveau d'incertitude élevé du régime juridique à cet égard. Et comme déjà évoqué, à défaut de clauses spécifiques, eh bien, c'est la volonté commune des parties qui sera recherchée, et en cas de doute, l'interprétation se fera toujours en faveur de l'auteur des réalisations. Alors cette question revient donc à envisager les différentes hypothèses de terminaison du marché public et à envisager les conséquences de la fin du marché tant sur les résultats déjà livrés que sur les réalisations en cours. Alors, prenons une première hypothèse qui est celle de la résiliation unilatérale. Selon l'article 1794 du Code civil, eh bien, le maître de l'ouvrage peut résilier par sa seule volonté et sans qu'une faute ne soit invoquée dans le chef de l'adjudicataire, le marché, même si l'ouvrage a déjà été commencé et à condition, bien évidemment, de dédommager l'adjudicataire de toutes ses dépenses déjà effectuées. Alors cette résiliation n'opère en principe que pour l'avenir. Qu'advient-il dès lors des droits intellectuels? Eh bien, il faut distinguer selon que les œuvres ont déjà été livrées ou non au moment où la résiliation intervient. Alors, pour les œuvres non encore livrées, eh bien, pour les œuvres déjà livrées, si une clause de cession a été prévue, celle-ci a sorti ses effets au moment de la délivrance de l'œuvre et n'est donc pas remise en cause par la résiliation qui ne porte que sur l'avenir. Pour les œuvres non encore livrées, par contre, la clause de cession n'a pas encore sorti ses effets puisque l'œuvre n'est pas encore achevée.
Et donc attention à cet égard de prendre en compte l'incidence du droit moral dont on a déjà parlé, droit moral de l'architecte. En effet, à défaut de dispositions spécifiques dans les documents du marché, eh bien, il n'y aura pas de cession de droit sur les travaux en cours puisque l'auteur bénéficie de son droit moral de divulgation et donc, tant qu'il n'a pas manifesté sa volonté de considérer l'œuvre comme aboutie, la clause de cession eh bien, ne sortira pas ses effets. Alors, si le pouvoir adjudicateur entend en outre pouvoir procéder à la finalisation de l'œuvre avec le concours d'un autre adjudicataire, eh bien, il conviendra également de prévoir une clause de renonciation de l'architecte à son droit moral à l'intégrité dans ce but bien spécifique. Alors, si maintenant il s'agissait d'une simple licence d'utilisation qui était consentie au pouvoir adjudicateur dans le cadre du marché, eh bien, il faudra examiner la durée de la licence telle que prévue dans les documents du marché et en principe, celle-ci ne se trouvera pas remise en cause. Cela ne vaut évidemment que pour les résultats qui ont déjà été livrés au moment où la résiliation intervient. Il y a donc une réelle importance pour les parties de modéliser les effets de la résiliation dans les documents du marché. Prenons maintenant l'hypothèse de résolution du marché pour une exécution fautive de la part de l'adjudicataire, à savoir les mesures d'office. La situation est un peu différente parce que la résolution opère, elle, avec effet rétroactif. Et donc, les parties sont censées être replacées dans la même situation que si elles n'avaient pas contracté. Cela peut bien évidemment poser problème puisque cela impliquerait la restitution des œuvres déjà livrées et, d'autre part, l'anéantissement des éventuelles clauses de cession de droit. À nouveau, rien n'empêche les parties d'aménager les conséquences d'une telle résolution et de faire subsister les effets d'une cession ou d'une licence de droit. Là encore, il faudra porter une attention toute particulière au fait de prévoir spécifiquement une renonciation de l'auteur à l'exercice de son droit de divulgation, afin de ne pas paralyser la cession des droits sur les œuvres inachevées, et également une renonciation de l'auteur à son droit à l'intégrité, afin de permettre l'exploitation isolée d'une partie de son œuvre, qui, à la base, normalement formait un tout, eh bien, pour permettre éventuellement à un autre adjudicataire de terminer l'œuvre. Nous ne pourrons donc qu'encourager les parties prenantes à un marché public à envisager contractuellement les effets d'une fin anticipée du marché public sur les cessions ou licences consenties, et cela afin d'éviter l'exercice périlleux d'interprétation de la volonté commune des parties. En conclusion, les droits de propriété intellectuelle sont tous dotés de caractéristiques propres et tous soumis à des dispositions légales et une jurisprudence spécifique. Il est par conséquent impossible de déterminer de manière précise la réglementation de chacun des droits de propriété intellectuelle dans les articles qui ont été abordés aujourd'hui. Les lignes directrices de ces articles sont toutefois claires, mais il apparaît également que dès que les droits de propriété intellectuelle prennent une certaine importance pour le développement ou le résultat du marché, il incombe au pouvoir adjudicateur de préciser spécifiquement dans les documents du marché ce qu'il en advient de ces droits intellectuels et comment les traiter. Le roi semble d'ailleurs partir de ce principe, puisqu'il est fréquemment stipulé dans les articles commentés qu'il peut être dérogé au principe institué par le biais de clauses spécifiques.